Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et de participer à ce webinaire. Je vous avoue que je préférerais que nous fassions une réunion en présentiel, mais nous avons tout pour que cette soirée soit agréable, instructive et surtout interactive. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier une nouvelle fois et remercier aussi les laboratoires Buzet de nous permettre de maintenir une activité intellectuelle malgré les conditions sociales dans lesquelles nous nous retrouvons. Alors, le sujet, la supplémentation dès le projet de grossesse, ça peut paraître un petit peu paradoxal dans un pays comme la France où tout le monde mange normalement, de se dire, est-ce qu'il y a besoin de faire des supplémentations ? Alors, c'est vrai que sur le plan quantitatif, nous ne manquons de rien. Par contre, je pense que vous allez découvrir que dans le cadre de l'infertilité ou dans certaines pathologies telles que les fausses couches à répétition, les maladies cardiovasculaires, le qualitatif, c'est-à-dire ce qu'on va écouter, eh bien, a une place spécifique et qu'il nous faut à la fois découvrir et connaître. L'intérêt, c'est que dans ces présentation, nous aurons également une dernière intervention autour de la mise en place des thérapeutiques qui peuvent être simples et efficaces et qu'il nous faudra apprendre à connaître et à utiliser. Donc, nous avons 3 étapes. Le problème de la fertilité du syndrome des ovaires polykystiques que nous développera Nathalie Chabert-Buffet. La place des 5 MTHF par Géraldine Viau dans les dysfonctions et en particulier de la fertilité, et en pratique que faire par Frédéric Ternier. Donc, elles vont débuter leur présentation et je vous invite à toutes et à tous à prendre soit une feuille de papier, soit une tablette et à noter la question qui est posée parce qu'elles débuteront toutes les 3 par une question, leur présentation. Cette question, à la fin, vous aurez à voter et nous aurons tous vos résultats. Et à ce moment-là, puisque vous les aurez dit et il n'y a que vous qui les connaissez, donc il n'y a aucun souci à s'engager à donner une réponse, nous aurons les réponses de chacun des intervenants à la fin de leur présentation. C'est les points un petit peu pour garder une certaine dynamique. Et alors, ce qu'il vous faut également savoir, c'est que vous pouvez en permanence, pendant toutes les présentations, poser vos questions à travers un chat. Et ceci nous permettra un petit peu de les sélectionner. Voilà un petit peu ce qu'on va avoir au programme. Et pour ne pas perdre de temps par rapport à ce qui est l'essentiel, à savoir, c'est les présentations de nos intervenantes. Je vais passer la parole à Nathalie Chabert-Buffet pour sa présentation sur fertilité et le syndrome des ovaires polykystiques. Que dire, que penser, quelle supplémentation proposer? Merci de ta présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer le partage d'écran. J'en profite pour te remercier, Pierre, pour l'introduction et remercier Bezin Healthcare pour l'organisation de cette soirée. Alors, pour faire le point, donc, on vous a dit les petites questions. Donc, chez une femme qui présente un syndrome des ovaires polykystiques, vous diriez que A, il existe une insulinorésistance en cas de surpoids, que B, l'insulinorésistance est associée à des complications métaboliques et à un allongement du délai nécessaire pour concevoir. C, l'allongement du délai nécessaire pour concevoir est réduit par un traitement insulinosensibilisant. D, il existe un surrisque de pathologie hypertensive de la grossesse et de retard de croissance intra-utérin. Et E, le dépistage du diabète gestationnel chez ces femmes-là est systématique à 24 semaines par une hyperglycémie provoquée orale. Voilà, donc vous réfléchissez, vous cochez les réponses qui vous paraissent exactes. Et pendant ce temps-là, moi, je continue. Donc, vous vous souvenez qu'avant la prise en charge d'un syndrome des ovaires polykystiques pour une infertilité, premièrement, il faut que le diagnostic ait été confirmé et notamment que vous ayez éliminé un déficit en 21-hydroxylase qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un SOPK et qui nécessite du conseil génétique. Donc après, ça va être une prise en charge très globale qu'il va falloir accompagner au moment de la conception pour maintenir la grossesse éventuellement. Il va falloir se préoccuper des complications spécifiques et on va revoir ça et puis potentiellement du devenir de l'enfant.
Et bien entendu, et comme pour tout le monde, il faut aussi accompagner ces femmes en prévoyant la supplémentation en vitamine B9 notamment, on va en reparler je pense, mais aussi en iode et en vitamine D. Il faut bien sûr avoir fait un bilan d'infertilité complet masculin et tubaire et que toutes les vaccinations nécessaires soient à jour. Alors, du coup, ensuite, cette dia, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a un tempo dans la prise en charge de ces femmes-là. Comme vous allez voir, il y a tout un tas de bilans à faire. Éventuellement, elles sont diabétiques, il faut équilibrer le diabète. Et ce que je voudrais juste rappeler, c'est qu'il faut que ça avance. Et donc, il ne faut pas les laisser passer du temps avant d'être parfaitement à l'équilibre, etc., etc. Donc là, vous avez des recommandations de 2016, par exemple, qui donnent un temps de 6 à 9 mois pour chacune des étapes. J'essaye de voir si elle ovule, je la fais ovuler avec du citrate de clomifène et puis ensuite je passe en steam, puis en FIV, etc. Donc, il ne faut pas leur faire perdre de temps, ce qui est assez fréquent dans cette situation-là. Alors, vous savez aussi qu'elles sont exposées à un surrisque de fausses couches et notamment, il y a tous les travaux de Palomba qui rappellent qu'il y a une potentielle augmentation des fausses couches jusqu'à 30 à 50% de fausses couches selon les séries. On passe aussi pas mal de temps à vouloir leur faire perdre du poids et en fait l'impact dans cette population-là spécifiquement reste encore à préciser quand on parle d'infertilité, prévention du syndrome métabolique certainement, mais infertilité, ça reste encore à préciser en termes de chances de naissance vivante. Et dans la population générale de fort BMI, la perte de poids n'a pas d'impact démontré en termes de fertilité. Donc, il ne faut peut-être pas s'acharner à faire perdre du poids à ces gens-là, au risque de leur en faire reprendre beaucoup plus après. Et puis donc, des mesures préventives et notamment l'utilisation des insulinosensibilisants dont on va parler. Alors, ces femmes sont aussi à risque de diabète gestationnel. Je passe vite, mais vous voyez que l'odds ratio est supérieur à 2 dans cette cohorte taïwanaise. Donc, il va falloir se préoccuper de ça aussi. Et puis, on craint toujours beaucoup le risque de macrosomie chez ces patientes-là. Elles sont aussi à risque plus élevé d'hypertension artérielle. Vous voyez, dans cette étude-là, qui en plus est intéressée aux modalités d'obtention de la grossesse, elles sont d'autant plus à risque qu'elles ont eu une induction de l'ovulation. Et ces situations-là peuvent exposer l'enfant à un risque, au contraire, de retard de croissance intra-utérin qui sera d'autant plus délétère. Elles sont aussi à risque d'apnée du sommeil, et ça, on n'en parle pas beaucoup, et en particulier quand elles ont un surpoids. Ça peut être utile à dépister aussi avant de débuter la prise en charge. Et le devenir des enfants, donc c'est quelque chose de très complexe, ce devenir des enfants des mères qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui a un fond génétique, comme vous savez. Mais donc la prise en charge de la grossesse, elle doit s'appliquer à ne pas augmenter les effets délétères de la prise en charge médicale, ne pas surcontrôler le diabète quand il y en a un, et puis surveiller la croissance fœtale, parce qu'en fait, on a également des hypotrophies fœtales à la naissance, et que ceci fait le lit d'un syndrome métabolique ultérieur de manière quasiment plus importante qu'une macrosomie à la naissance. Quant au risque de syndrome des ovaires polykystiques ultérieur chez les petites filles, c'est effectivement une hypothèse qui reste encore à confirmer complètement. Alors, j'attire votre attention sur l'insulinorésistance qu'on connaît et qui est associée à ce syndrome des ovaires polykystiques. Premièrement, pour vous montrer qu'elle existe, qu'on soit obèse ou mince. Et deuxièmement, que pour la dépister, en fait, il faut procéder à une charge orale en glucose, parce que vous voyez que dans les temps zéro des tests, sur le long de l'axe des ordonnées, il n'y a pas de différence significative en fait entre les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, qui ont les petits ronds noirs, les femmes qui ont une hyperandrogénie sans syndrome en gris et les contrôles en blanc. Donc en base, tout le monde a la même insulinémie ou de non significativement différente. Et donc il faut démasquer ça en faisant une charge orale en glucose. Alors, donc du coup, cette insulinorésistance, elle a été découverte, décrite largement dans la littérature, d'où l'idée d'utiliser des insulinosensibilisants et en première ligne, la metformine, qui est un antidiabétique oral que vous connaissez sûrement et qui est insulinosensibilisant. Et donc, les grandes études ont montré clairement que la metformine fait diminuer l'hyperandrogénie, fait diminuer les marqueurs métaboliques, fait augmenter le taux d'ovulation. Et puis, vous avez cette toute dernière méta-analyse de la Cochrane, la mise à jour en 2017 de la Cochrane,
qui montre que chez les femmes qui ont un surpoids, donc c'est la partie basse du graphique, en termes de naissance vivante, la metformine montre un certain avantage significatif, très faiblement significatif. C'est la première méta-analyse qui autorise cette mise en évidence. Donc, on augmente les chances de devenir enceinte, mais on augmente aussi les chances d'avoir un enfant vivant 9 mois plus tard, en particulier quand on a un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré. Alors, en revanche, tout ceci se fait au prix d'effets secondaires digestifs qui sont non négligeables. Vous voyez, quel que soit l'IMC des femmes, des autres ratios d'effets secondaires digestifs qui sont entre 4 et 5. Et donc ça, vous savez qu'on peut les réduire un peu en essayant de donner le médicament à dose progressive et surtout bien au cours des repas et pas à jeun. Donc, une efficacité d'insulinosensibilisant, mais avec des effets secondaires quand on a recours à des traitements validés pour ça. Alors du coup, une hypothèse nouvelle, c'est celle de ces sucres qui sont les inositols, qui existent sous 9 isomères et qui ne sont pas des médicaments puisqu'ils sont pas considérés comme tels, ni même comme des éléments essentiels puisqu'ils sont compris dans l'apport alimentaire d'une part. Vous voyez les noix, enfin toutes les graines et puis les agrumes. Et puis, ils sont également produits par l'organisme à partir du glucose. Et donc, à partir du glucose, il y a différentes étapes, puis on arrive au myoinositol et ensuite, on est transformé et se transforme en chiroinositol, qui est un isomère. Et l'insuline active cette transformation du myoinositol en chiroinositol. Et donc, dans le syndrome des ovaires polykystiques, où il y a une élévation de l'insulinémie, ce shift est accéléré. Et donc, ces molécules sont sous forme libre dans 1% du total et elles sont ancrées à la membrane dans 99% restants. Alors, ces molécules, et notamment le myoinositol, ont des effets ubiquitaires. Donc, on ne va pas s'intéresser à tout ce soir parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous voyez que ça va du système nerveux central à l'ostéogenèse. Et puis, donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'une part le métabolisme. Et donc, ces molécules, et le myoinositol en particulier, augmentent la sensibilité à l'insuline. Et puis, vous voyez qu'elle améliore le profil lipidique, par exemple, avec une baisse des triglycérides, notamment, qui sont des choses qui bougent très vite et qui peuvent être très dangereuses. Et puis, en termes de reproduction, donc, il a été montré, comme pour l'insuline, comme pour la metformine, on restaure l'activité ovulatoire normale. Et puis, je vais vous montrer des données sur la qualité ovocytaire et également la qualité embryonnaire, le taux de fertilité. Et puis, je n'aurai pas le temps d'en parler beaucoup, mais vous voyez qu'également, cette molécule a un intérêt dans la fertilité masculine avec une amélioration de la mobilité du sperme et de l'activité intracellulaire mitochondriale du spermatozoïde. Alors, ce inositol, comment il marche? En fait, c'est un messager de l'insuline. Donc, l'insuline, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en fait, à l'intérieur de la cellule, il y a des molécules qui indiquent un signal j'ai activé mon récepteur de l'insuline. Et vous voyez, je vous disais que ces inositols peuvent être ancrés à la membrane, mais là, c'est le cas. Ils sont sous la membrane et ils sont chargés de transmettre le message à l'intérieur de la cellule. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on active le récepteur de l'insuline? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on active le récepteur de l'insuline? On fait deux choses. On favorise l'entrée du glucose dans la cellule avec un machin qui s'appelle un transporteur GLUT4. Et puis, on fabrique la synthèse de glycogène. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait baisser le taux de sucre dans le sang. Et quand il y a une insulinorésistance, ce système-là fonctionne moins bien. Et en fait, les cellules, il faut les voir comme des grands kaléidoscopes. Et les molécules qui sont impliquées, et on voit ici les PI3 kinases, là, qui sont des molécules qui sont responsables du métabolisme des inositols dont je vous ai parlé dans leur proportion qui est ici ancrée dans la membrane. Donc, c'est ces molécules-là qui sont impliquées ensuite dans ces réactions de la cellule en réponse à l'insuline. Et puis, ces molécules-là, elles sont aussi présentes à l'extérieur ici et elles peuvent rentrer dans la cellule et elles sont impliquées dans la transduction du signal de molécules qui sont les gonadotrophines. On va revoir ça un peu plus en détail après. Et donc, d'où un rôle potentiel de ces molécules dans la prise en charge de l'infertilité. Alors, dans les follicules, vous vous souvenez, il y a une partie TEC à l'extérieur, puis une partie granulosa et puis l'ovocyte au centre. Et en fait, chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, on observe que dans ce liquide intrafolliculaire qui est ici en jaune, il y a une baisse du myoinositol. Et cette baisse est encore aggravée chez les femmes qui ont une insulinorésistance.
Et elle s'accroît de cette immunosuno-résistance. Elle a en plus un effet délétère parce qu'elle augmente l'hyperandrogénie. Donc, on sait qu'elle est toxique pour le développement folliculaire et l'ovocyte. Donc, ce myoinositol, il joue un rôle clé dans le développement nucléaire et cytoplasmique de l'ovocyte. Ça a été également démontré dans l'espèce humaine. Et on a également montré que quand il y a une forte concentration en myoinositol dans le liquide folliculaire, ça correspond à une bonne qualité ovocytaire. Or, dans le follicule, ici, le myoinositol, qui peut être transformé en déchiroinositol, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces deux molécules ont un rôle différent. Et autant le myoinositol est favorable, comme je viens de vous le décrire, autant le déchiroinositol, lui, il est délétère pour le développement folliculaire ovocytaire et les cellules de la granulosa. Donc, ça, ce sont les données sur le SOPK et le myoinositol. Donc, vous voyez, dans le SOPK, en fait, on a mis en évidence une élimination accrue de cette molécule myoinositol dans les urines, une compensation qui est éventuellement insuffisante dans l'alimentation, parce qu'en fait, il faut ingérer 4 grammes de myoinositol par jour dans les études qui ont été publiées. Et donc, la conversion insulino-dépendante en déchiroinositol. Vous voyez ici, chez une femme normale, tout le bleu, c'est le myoinositol. Et chez une femme SOPK, il y a quasiment plus bleu et tout est du déchiroinositol. Alors ici, vous avez une synthèse de 2020 des études qui ont été publiées avec ces inositols, donc le myoinositol. Il y a des gens qui ont testé aussi le déchiroinositol ou un mélange des deux avec différents ratios. Donc, vous voyez qu'on a des effets favorables sur le plan métabolique pour les deux molécules. On a des effets sur l'hyperandrogénie qui sont surtout pour le myoinositol et un peu moins pour le déchiroinositol. Et puis, les effets sur l'ovulation, on les observe pour le myoinositol, alors qu'on ne les voit pas pour le déchiroinositol, comme je vous l'ai décrit. Donc, si vous faites des mélanges, effectivement, vous récupérez une activité, mais la molécule responsable, c'est le myoinositol. Alors, on a également une méta-analyse de la Cochrane qui s'est intéressée à l'impact de différentes molécules sur l'ovulation. Et donc, vous voyez que l'inositol versus pas de traitement ou un placebo, en termes de restauration de l'ovulation, vous avez 2 études et vous avez une amélioration des taux d'ovulation chez les femmes qui reçoivent du inositol. Alors, on a également des données sur la prise en charge en assistance médicale à la procréation, parce qu'avant c'était les ovulations spontanées. Là, ce sont les femmes prises en charge en AMP, et donc à qui on a donné du myoinositol. Et les 6 études originales qui ont été publiées et revues par Gupta, là, dans une revue très récente aussi, ont montré qu'on pouvait réduire les doses de gonadotrophine pendant la stimulation, qu'on réduisait l'hyperstimulation, enfin le risque d'hyperstimulation, qui est un des principaux écueils chez ces femmes-là, et qu'il y avait effectivement une amélioration de la qualité ovocytaire et embryonnaire. Alors, pas une augmentation du nombre d'ovocytes recueillis, mais en revanche, une meilleure qualité de ces ovocytes une fois recueillis et une meilleure qualité des embryons obtenus à partir des ovocytes. Alors, puisqu'on va donner ça à des femmes qui sont en début de grossesse, est-ce que c'est risqué de donner à une femme enceinte ces molécules-là, a fortiori si on continue? Vous voyez que le myoinositol ici figure sur la première ligne. Et donc, si on regarde les issues fétales, on a une diminution du risque de macrosomie, une diminution des épisodes hypoglycémiques à la naissance si on poursuit le traitement plus longtemps pendant la grossesse. Pour le déchiroinositol, on n'a pas de données disponibles sur les issues fétales. Donc, actuellement, on dispose de différentes molécules pour supplémenter les femmes pendant la grossesse ou avant la grossesse. Comme on l'a vu ici pendant le SOPK, il est utile de supplémenter les femmes dans les études. Elles ont été supplémentées 2 mois avant la conception. Et donc, il y a différentes spécialités disponibles aujourd'hui pour supplémenter une femme avec la molécule myoinositol à l'intérieur. Et en fait, il y a également pour les hommes, parce que j'ai très, très rapidement survolé l'effet sur la spermatogénèse, une supplémentation possible à base de myoinositol avec des complexes antioxydants. Donc, les spécialités pour les femmes comportent toutes de la vitamine B9 en plus, donc de l'acide folique. Et puis, en fonction des spécialités, vous avez différents autres éléments ou oligo-éléments associés. Et pour l'homme, donc, il y a ces éléments antioxydants, puisqu'on sait que c'est un problème pour les spermatozoïdes, l'excès d'oxydants. Donc, pour conclure,
Premièrement, ne pas oublier qu'il y a des diagnostics différentiels du syndrome des ovaires polykystiques et que ça a des conséquences très importantes, donc il faut avoir fait son diagnostic de façon propre. Deuxièmement, vous vous souvenez qu'il y a une insulinorésistance, y compris chez les femmes minces, et qu'il faut la démasquer en faisant une hyperglycémie provoquée orale, sinon on peut passer à côté. Troisièmement, donc il y a une action double du myoinositol qui va améliorer le syndrome métabolique, mais aussi améliorer les taux d'ovulation spontanée et la qualité des gamètes et des embryons en AMP. Les effets secondaires sont extrêmement limités à dose physiologique, donc on supplémente en général à 4 grammes et on n'a pas les effets digestifs qui sont des ballonnements, des douleurs abdominales, etc., qu'on observait avec la metformine. Et donc, bien entendu, ne pas oublier de supplémenter également en vitamine B9 et éventuellement en iode, en vitamine D et autres oligo-éléments nécessaires. Et puis ensuite, une fois que la patiente est enceinte, de dépister le diabète gestationnel. Et la recommandation, c'est de dépister au premier trimestre par une glycémie à jeun et pas attendre 24 semaines en faisant une hyperglycémie provoquée orale. Voilà, donc du coup, si on refait le point sur les questions du début du topo, chez une femme qui a un syndrome des ovaires polykystiques, je ne sais pas si on est censé voir ici les statistiques ou pas, donc il existe une insulinorésistance également chez les femmes qui n'ont pas de surpoids. Donc, je ne l'ai pas coachée exact, celle-là. L'insulinorésistance est associée à des complications métaboliques, un allongement du délai pour concevoir, oui. Le délai pour concevoir est réduit quand on donne un traitement insulinosensibilisant. Oui, ça c'est vrai. En revanche, on a un effet sur les naissances vivantes, comme vous l'avez vu, est modeste. Il existe un surrisque de pathologie hypertensive, on l'a vu, et le dépistage du diabète gestationnel est donc systématique, mais au premier trimestre. Voilà, je vous remercie beaucoup, Pierre. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. C'était parfait et d'une clarté toujours aussi exemplaire comme d'habitude. Alors, j'ai vu passer une question qui était est-ce qu'on peut faire un test de HOMA? Enfin, peut-être que je dis voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire un test HOMA, mais c'est plutôt utiliser ça dans le domaine de la recherche en général. Donc, pour la vie de tous les jours, l'hyperglycémie provoquée orale, 75 grammes de glucose est très pratique. Je n'ai pas d'autres questions, mais je pense qu'on pourra en reparler. Alors, on te pose la question aussi, quelle est la supplémentation en vitamine D, mais on les reprendra à la fin. On verra à la fin, je pense, avec Frédéric. Oui. Et donc, je vais en profiter pour passer la parole à Géraldine Viau qui va nous parler du tétrahydrofolate, bien sûr dans un domaine que les gynécologues en général nous connaissons bien ou les sages-femmes, à savoir les fausses couches, mais vous allez voir qu'elle va nous amener sur une activité assez originale pour notre discipline, qui est celle de la prévention des maladies cardiovasculaires au passage et d'autres pathologies fort intéressantes. Géraldine Viau, si vous voulez... Bon, je vais essayer d'être brillante sur le ton, parce que je pas la diapo. Alors, la question posée, c'était quels antécédents personnels et familiaux faut-il rechercher en lien avec les folates? C'est-à-dire, quand vous prescrivez de l'acide folique, vous dire, est-ce que je donne de l'acide folique classique ou est-ce qu'éventuellement, je passe sur du méthylfolate? Et donc, faut-il demander s'il y a des antécédents de fausses couches à répétition, à la fois personnels et familiaux, des antécédents d'infertilité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de maladies auto-immunes, de maladies neurodégénératives et de troubles psychiatriques comme l'autisme, la dépression, etc. Moi, je vais vous parler des folates, mais surtout de l'impact des mutations du gène MTHFR sur le métabolisme des folates. Et on va voir que évidemment ça touche la fertilité, ça touche les grossesses, mais également d'autres. Il y a d'autres impacts qui sont importants et on va y revenir. Alors, comme le disait Pierre tout à l'heure, vous savez que la vitamine B9 ce sont les folates et c'est ce qu'on trouve dans l'alimentation, dans les légumes verts en particulier. Et même si on a une alimentation équilibrée et qu'on mange de tout, on a une ingestion moyenne en folate quotidienne qui est insuffisante par rapport aux besoins. Et donc, on considère qu'il y a à peu près 75% des femmes en âge de procréer qui sont carencées.
Alors, pourquoi c'est important de ne pas être carencé en folate? Parce que vous savez que les folates, c'est la principale source de groupement méthyle. Et les groupements méthyle, ça sert à l'expression des gènes, voilà, pour que nos gènes fonctionnent normalement. Ça sert aussi à la production de l'ADN et à sa réparation. Vous savez que l'ADN casse en permanence, mute en permanence, et que donc il y a des systèmes de réparation qui ne peuvent pas travailler sans folate. Et puis, ça sert aussi à la production des neurotransmetteurs, on y reviendra. Ça permet de transformer l'homocystéine en méthionine et on va voir l'importance de cet acide aminé. Et puis, ça joue aussi dans la production des plaquettes, des globules rouges, des globules blancs. Alors, vous voyez, c'est une petite vitamine, mais qui a de nombreux effets. Alors, on sait depuis 88, il y a un lien clairement établi entre les carences en vitamine B9 et les défauts de fermeture du tube neural. Ce ne sont pas les seules causes, mais en tout cas, on sait que quand on supplémente en folate, on divise par 4 le nombre d'embryons conçus avec un défaut de fermeture du tube neural. Et d'où les recommandations du traitement par acide folique à la dose de 0,4 mg par jour, 1 mois avant la grossesse et les 3 premiers mois de grossesse. Or, vous savez tous que 50% des grossesses ne sont pas planifiées et donc 50% des femmes enceintes ne sont pas supplémentées. Et d'où l'idée en 2010 de supplémenter en folate les farines pour que finalement il y ait une supplémentation dans l'alimentation dont toutes les femmes pouvaient bénéficier. Alors, on a beau être supplémenté correctement en acide folique, on peut avoir un enfant avec une myéloméningocèle et même récidiver. Et vous voyez cette famille avec 3 enfants, 3 myéloméningocèles. Et cette patiente, elle avait pris correctement son acide folique et elle était passée, comme les recommandations le donnent, enfin sous Speciafoldin 5 mg après sa première interruption médicale de grossesse. Alors, pourquoi des fois ça marche pas? Et ben c'est là qu'il faut commencer à se poser la question d'aller regarder le fameux gène MTHFR. C'est un gène qui est sur le chromosome 1. Et en fait, c'est un gène qui est fondamental pour la production du groupement méthyle. Alors, je vous ai mis ici ce qu'on appelle le cycle monocarbone. Alors, vous avez l'acide folique qui rentre ici dans le cycle, qui est transformé en plusieurs sous-produits. Et en tout cas, le 5,10-méthylène-THF va être transformé par le gène MTHFR en 5-méthyl-THF. Et le 5-méthyl-THF, lui, il sert à transformer l'homocystéine en méthionine. Et c'est la méthionine qui va participer à la fabrication des groupements méthyle. Voilà. Alors, le gène MTHFR, on connaît 30 mutations à l'intérieur de ce gène et en fait, il y en a 2 qui reviennent de façon prépondérante, qui sont les variants 677 et les variants 1298. Alors, le 677, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en position 677, dans le gène, un C est remplacé par un T. Et pour la 1298, c'est un A remplacé par un C. Alors, les patients qui sont homozygotes 677, c'est-à-dire qui sont porteurs de 2 variants 677, ont une diminution de 70% de l'action de leur gène. Les hétérozygotes composites, c'est-à-dire 677, 1298 sont à moins 50% et les 677 hétérozygotes, moins 40%. Quand vous êtes homozygote 1298, il y a moins d'impact. Voilà. En tout cas, une des conséquences des mutations, c'est donc de perturber la transformation du 5,10-méthylène-THF en 5-méthyl-THF. Donc, vous produisez moins de 5-méthyl-THF et du coup, vous dégradez mal votre homocystéine qui grimpe. Et on sait que pour démarrer une grossesse, il faut avoir une homocystéine idéalement à moins de 10 et même plutôt entre 6 et 8. Et hors période grossesse, être avec une homocystéine à moins de 16. Voilà, donc ça, c'est vraiment des valeurs importantes. Alors, l'acide folique, ça joue sur la fertilité féminine, évidemment, masculine également. Vous savez que, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'hommes homozygotes 677 parmi les hommes infertiles. Et on sait que, en particulier, quand vous êtes homozygote 677, ça décondense la spirale d'ADN au niveau de l'ADN spermatique. Et donc, il y a une expression perturbée des gènes. Et donc, ça perturbe la fertilité.
Chez les femmes, ça joue sur la qualité ovocytaire, ça joue sur la qualité de la nidation, les échanges entre la mère et l'enfant au niveau vasculaire. Et donc, c'est un facteur de risque de fausse couche à répétition, mais également de retard de croissance intra-utérin et de prééclampsie par des anomalies placentaires. Et en fait, vous avez des anomalies d'empreinte au niveau du placenta qui participent donc à toutes ces pathologies. Alors, je vous ai mis ici une patiente, un couple qui consulte pour 2 fausses couches. Et en fait, en refaisant l'anamnèse familiale, la dame nous informe que son frère a une myéloméningocèle. Et donc, on part sur l'étude du gène MTHFR. Elle est hétérozygote composite, lui, il est homozygote 677. Et vous voyez que tous les deux ont des homocystéines très augmentées. Et donc, on les a traités par 5-méthyl-THF. Et la patiente a eu une grossesse qui a débuté naturellement et qui a été menée à terme. Pareil, cette patiente qui était venue à 39 ans avec des antécédents de 5 fausses couches, une petite fille vivante, une interruption médicale de grossesse pour trisomie 21. Bon, elle est un peu désespérée. Nous aussi un peu, parce qu'on ne voyait pas trop comment l'aider. On est parti sur MTHFR. Ils étaient mutés tous les deux, des homocystéines augmentées. Et donc, plutôt que de prescrire de l'acide folique classique, on est parti sur le 5-méthyl-THF. Elle a été enceinte. Et pareil, elle a mené à terme sa grossesse. Alors, je le disais en introduction, c'est que l'homocystéine augmentée, c'est certes un facteur de risque pour les grossesses, l'infertilité, mais également, vous voyez, ça multiplie par 3 le risque de pathologies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension, les phlébites, les embolies pulmonaires, les infarctus du myocarde, les AVC. Ça multiplie également par 3 le risque de fente labiopalatine. On savait depuis toujours qu'il fallait donner de l'acide folique quand les couples avaient un premier enfant présentant une fente. Mais en tout cas, toujours pareil, avant de donner de l'acide folique, savoir quelle forme on donne. Le fait de supplémenter en folate diminue de 6% le risque de cardiopathie. Alors pareil, il a été montré que quand on était carencé en acide folique, on avait plus de risque de trisomie, en particulier pour la trisomie 21, avec un odds ratio qui est de 1,91. Alors certainement par augmentation du stress oxydatif, par l'instabilité de l'ADN, mais aussi par un défaut de réparation des anomalies chromosomiques qu'on a dans la première cellule après fécondation. Les pathologies auto-immunes également, beaucoup s'associent à des anomalies du métabolisme des groupements méthyl, et vous avez plein de patientes qui vous disent qu'elles ont une dysthyroïdie, qu'elles ont une polyarthrite rhumatoïde, elles ont un psoriasis, donc c'est important aussi de prendre en charge. Les pathologies gastro-intestinales comme le Crohn, la RCH, ça favorise les infarctus mésentériques, voilà. C'est aussi un facteur de risque de cancer. Quand on a une homocystéine à plus de 6, on considère que ça multiplie par 3 à 6 les risques de cancer. Et pour faire beaucoup d'arbres généalogiques, on voit bien les cancers qui reviennent plus dans les familles où il y a des hyperhomocystéinémies. Ce sont les lymphomes, les cancers de l'estomac, les adénocarcinomes pulmonaires, les cancers du sein et les leucémies. C'est vraiment les cancers qu'on retrouve le plus dans les familles. Alors, je vous ai mis cet arbre généalogique, un couple qui a une infertilité de 7 ans. Madame a 43 ans, monsieur 50. Lui, il a fait 2 phlébites, 2 embolies pulmonaires, il a une OATS. Ses parents ont mis 7 ans pour avoir leur deuxième enfant. La mère a un cancer du pancréas, son frère aussi. Il y a un cancer de l'estomac chez le grand-père. Et puis, elle rapporte une hypothyroïdie chez son frère et un cancer intestinal. Alors là, c'est évidemment, MTHFR avait été analysé, ils sont tous les deux mutés. Ils ont été traités par 5-méthyl-THF avant que l'homocystéine soit dosée, donc on n'a pas eu leur valeur. C'est vrai que moi, j'aime bien avoir la valeur de l'homocystéine avant le début du traitement. Une autre histoire où on avait donné un conseil génétique très rassurant et on s'est bien trompé, c'est une patiente qui avait été adressée pour une malformation cérébrale, soi-disant, qui s'est finalement avérée être une tumeur à rosette du 4e ventricule. C'est une tumeur rarissime qui a un pronostic effroyable. C'est des tumeurs de l'enfant très jeune. C'est exceptionnel quand même en anténatal.
Et du coup, on avait donné un conseil génétique rassurant. Et puis, elle revient quelques mois plus tard avec une myéloméningocèle. Et donc là, on étudie MTHFR. De nouveau, les parents sont mutés. Et vous voyez, monsieur, il a une homocystéine à 18,7. Et quand on reprend l'histoire familiale, le frère de madame avait un diabète insulinodépendant, une maladie cœliaque, une dysthyroïdie. Et donc, on lui a proposé aussi une analyse. Il est muté, il a une homocystéine augmentée. Et ça, c'est un couple qu'on a traité et qui ont eu après un petit garçon bien portant. Alors, je vous le disais, il y a aussi un impact du déficit en folate et de l'augmentation de l'homocystéine dans les pathologies type autisme, schizophrénie, migraine avec aura. Quand on a une homocystéine augmentée, c'est un facteur de risque d'Alzheimer, de Parkinson. Et aussi de dépression parce qu'on sait que les folates participent à la synthèse de sérotonine, dopamine et norépinéphrine en particulier. Et donc, en fait, c'est important de savoir les antécédents psychiatriques aussi dans les familles pour adapter au mieux la prise en charge. Donc, vous avez compris, le traitement, c'est vraiment, comme on produit moins de B9 active, là, le fameux 5-méthyl-THF, c'est de le prescrire pour faire repartir la transformation homocystéine-méthionine et baisser le taux d'homocystéine. Alors, il y a pareil, comme pour Nathalie, de différentes formes de traitement possibles en fonction du bilan des patients, de la valeur de l'homocystéine. Il y a un coût aussi à ces traitements, donc pas pris en charge par la sécurité sociale, donc en fonction, il faut adapter. En tout cas, je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut toujours tenir compte de l'histoire familiale. Et cette patiente qui se présente avec une insuffisance ovarienne précoce, une endométriose stade 4 et un psoriasis, des difficultés de procréation, on lui fait le MTHFR, elle est homozygote 677, elle a une homocystéine à 10,2, donc pas catastrophique du tout. Il n'empêche que quand on la questionne, sa sœur a un diabète, une rectocolite hémorragique et a fait un infarctus mésentérique sur sa rectocolite. Sa maman a une tumeur du cerveau. Elle a perdu un ongle d'un cancer de la prostate, une tante d'un cancer du sein et la grand-mère d'une artérite des membres inférieurs. Donc là, on se dit que c'est très important de la supplémenter et de lui donner du 5-méthyl-THF. Alors, les enfants des couples porteurs de mutations, les recommandations, c'est de les tester avec un premier dosage de l'homocystéine à l'âge de 2 ans et de les traiter si la valeur est supérieure à 10. Et en fait, sur les 4 années, là, on a eu 7 enfants avec des homocystéines à plus de 20, alors qu'ils avaient 2 ans, donc on les a traités. Et donc, en fait, si les 2 parents sont porteurs de 2 variants, les enfants seront obligatoirement porteurs de 2 variants. Si chacun des parents a une mutation, un enfant sur 4 aura 2 mutations. Et donc, c'est important de pouvoir les surveiller pour protéger leur capital fertilité, évidemment. Mais aussi, souvent, on a des enfants avec des homocystéines augmentées qui ont une labilité de l'attention, qui ont du mal à se concentrer à l'école et qui peuvent être des fois vraiment pénalisés dans leurs apprentissages. Et le fait de les traiter par 5-méthyl-THF, ça améliore les choses. Donc, en conclusion, vous avez compris que la vitamine B9, c'est vraiment l'élément majeur de ce cycle monocarbone, qu'il est important d'essayer de maintenir une homocystéine à moins de 10 en préconceptionnel. Et qu'il faut questionner les patients pour voir un peu leurs antécédents et ça permet d'adapter et des fois de remplacer l'acide folique par du 5-méthyl-THF quand cela se justifie. Et puis la dernière remarque, c'est de ne pas oublier de tester les apparentés, les frères et sœurs en particulier, parce que quand il y a des mutations qui se baladent, ils peuvent également en avoir hérité. Et donc, pour revenir à la première diapo, en fait, il fallait cocher toutes les cases. Et donc, ce sont des questions à poser lors de l'anamnèse familiale. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu un certain nombre de questions passer. Je vais juste en prendre peut-être une simple. Est-ce qu'il faut doser systématiquement toutes les patientes ou est-ce qu'il faut les supplémenter systématiquement avec du tétrahydrofolate ou est-ce qu'il y a une sélection des indications qu'on pourrait voir à travers notre présentation?
Alors, c'est pas une question simple et c'est la question pour moi. C'est que, en fait, si vous voulez, moi, j'ai un biais de recrutement qui est énorme, évidemment, dans mon cabinet, puisque je ne vois que des patients qui ont des difficultés de procréation. Mais aussi, on a mis en place une consultation préconceptionnelle tout venant. Il y a de plus en plus de jeunes femmes et de couples qui ont envie de faire ça avant. Et du coup, on le dose systématiquement, ouais. On fait une homocystéine. Et moi, je trouve que quand vous avez des antécédents avec des grossesses qui démarrent pas très facilement, une fausse couche par-ci, par-là, je pense qu'il faut avoir le dosage de l'homocystéine assez facile et remplacer l'acide folique par le 5-méthylTHF. Ouais. Et quel est le coût de ces dosages d'homocystéine? Est-ce qu'une homocystéine, et deuxième question, est-ce qu'une homocystéine élevée est symptomatique automatiquement d'une anomalie sur la 677 ou la 1298? Alors, très bonne question. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une augmentation de l'homocystéine sans mutation. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, on n'en teste que 2 sur les 30 mutations. Et autre chose, il y a plein de cofacteurs. Vous avez vu la B2, la B6, la B12, le zinc, etc. Et donc, vous pouvez avoir aussi des déficits dans ces autres cofacteurs qui vont finalement participer à l'augmentation de l'homocystéine. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien, quand on peut… Alors, l'homocystéine, c'est entre 30 et 60 € le test, non remboursé par la sécurité sociale. Les mutations, c'est 60 € par mutation. Donc, en fait, très vite, on arrive quand même à 180 €. Tous les couples ne peuvent pas se permettre de dépenser 180 € pour ça. Et donc, du coup, moi, je préfère faire que l'homocystéine, finalement. Parce que vous pouvez avoir des mutations, une homocystéine à 5 et finalement, ne pas traiter ou en tout cas adapter. Et puis, des fois, des patients qui n'ont pas de mutation, il faut une homocystéine à 20. Et là, évidemment, il faut les traiter. Et je pense que les informations sur les analyses qu'il faut faire au niveau clinique permettent en partie de sélectionner des patientes. Et bien voilà, c'est ça. L'interrogatoire est importante. L'anamnèse, c'est vraiment important parce que, vous voyez, le dernier arbre généalogique, c'est pour ça que je vous l'ai mis, parce que cette patiente, bon, là, oui, on sent qu'on a besoin de l'aider, mais avec son historique familial, bah, évidemment, il faut la traiter, quoi. Alors, merci de ces informations et on va passer à l'aspect direct et pratique avec Frédéric Ternier qui va nous dire en pratique comment faire. On reprendra une partie de vos questions. Il y en a encore beaucoup qui sont apparus. Et je remercie tous ceux qui sont là et qui sont très actifs sur le chat. Et remercier au passage nos amis d'Algérie, puisqu'on a même des collègues algériens qui se sont connectés. Frédéric Ternier, si tu peux prendre la parole sur en pratique que faire. Ok. Donc bonsoir à tous et merci. Je vais donc vous parler de la supplémentation pendant la grossesse et surtout vous allez voir d'un point de vue très pratique. Donc voilà les questions auxquelles je vous demande de répondre. Est-ce que l'alimentation est riche en vitamine D3? Une carence en vitamine D3 peut donner des fractures à répétition. La vitamine D3 permet le maintien du taux de phosphore circulant. Il n'y a pas de risque de surdosage avec la vitamine D. Une supplémentation en vitamine D3 est systématique en cas d'allaitement maternel. Et il est important de donner la forme active et directement assimilable de la vitamine D3 qui est la 5-MTHF. Alors, pour commencer, quelques chiffres que vous connaissez tous. La prise de poids autorisée pendant la grossesse, vous le savez qu'elle dépend de l'IMC de départ. Plus on est maigre, plus on a le droit d'en prendre. Plus on a déjà du surpoids et puis il va falloir faire attention à sa prise de poids. Les apports énergétiques augmentent pendant la grossesse, ça c'est évident. Et ce qu'on oublie souvent de dire aux femmes enceintes, c'est qu'il faut qu'elles boivent plus. Et ça c'est très important. Alors voilà les références sur les apports nutritionnels qui doivent être pris pendant la grossesse. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais vous voyez que dans cette colonne-là, ils sont tous augmentés. Bon, ça aussi, tout le monde le sait. Il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. C'est la première règle à suivre. Il ne faut pas manger pour deux. Je pense que c'est quand même des choses qui commencent à ne plus se dire, mais il faut manger surtout mieux. Après, manger mieux, c'est prévenir beaucoup de complications. On vous en a déjà un peu parlé. Et essentiellement sur les risques, sur la croissance fœtale, sur les complications obstétricales, etc. Il faut toujours faire très attention quand on a des grossesses multiples, des grossesses rapprochées, des grossesses chez les mineurs et chez les femmes qui sont en grande précarité. Alors, les conseils alimentaires pendant la grossesse,
Je ne vais pas non plus là tous vous les détailler, hein. Vous avez ce qu'il faut beaucoup, un peu moins, pratiquement pas et pratiquement plus du tout. Voilà. Donc boire de l'eau, on l'a dit, éviter tout ce qui est sucre rapide, boissons sucrées, produits sucrés. Le sel, on va y revenir. Les matières grasses, privilégier les matières grasses végétales, les huiles, etc. Les produits laitiers, oui. Les fruits et légumes, oui, oui, oui. Les féculents et les légumineuses, oui aussi. Les viandes, oui, en quantité modérée. La charcuterie, le moins possible. Les poissons, oui, oui aussi, mais en faisant bien attention de leur lieu de provenance. Et les œufs, oui, bien sûr, juste éviter les préparations à base de cru. Alors, il faut savoir qu'en France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes ont, même une femme qui semble manger correctement, a plutôt une alimentation un peu déséquilibrée. Ça, c'est dans la population générale, hein. Qu'elle soit de poids normal, qu'elle soit obèse ou qu'elle soit tout ce que vous voulez. Il faut aussi faire très attention aux alimentations particulières à la mode, les végétaliennes, les véganes et j'en passe. Et donc, ça va faire partie des choses qu'il va falloir prendre en compte. J'ai fait aussi juste un tout petit aparté sur la différence entre carence et déficit, parce qu'on a tendance à se mélanger les pinceaux entre les deux. La carence, c'est un apport insuffisant qui va donner une maladie carentielle. Alors, je vous en ai cité deux, le scorbut et le rachitisme, qui en tout cas dans nos pays sont évidemment plus que rarissimes. Le déficit, c'est un apport insuffisant, soit parce que il y en a pas assez, c'est les régimes déséquilibrés. Chez les chirurgies bariatriques, on en croise de plus en plus. C'est des femmes qui ont des carences, alors surtout quand c'est un type bypass. L'alcoolisme, la précarité revient, ou alors s'il y a des pertes excessives par les diarrhées, hémorragies. Mais quand il y a un déficit, il n'y a pas de conséquences pathologiques graves, s'il est pris en compte, bien sûr. Alors, les apports insuffisants pendant la grossesse concernent essentiellement l'iode, la vitamine B9, la vitamine D. Les vitamines B, vous allez voir, on les retrouve partout. De toute façon, en gros, hein, ce sont les vitamines B avec un focus sur la B9, on vous en a déjà parlé. Les acides gras, la DHA, les vitamines C, la vitamine E, le magnésium, le fer, je vais vous en reparler aussi. Et après, beaucoup moins dans les autres choses. Alors, il y a recommandations qui sont passées sur la supplémentation des femmes enceintes, hein, au niveau européen, au niveau même de l'OMS, et puis des françaises, entre autres avec le guide de nutrition pendant et après la grossesse, les repères alimentaires pour les femmes enceintes et allaitantes. C'est des rapports qui sont faciles à trouver, hein. Les nutriments recommandés en priorité, la vitamine B9 et toutes les vitamines du groupe B, ça rejoint ce qui a été dit, la vitamine D, l'iode, les oméga 3 et le fer. Alors, dans tous ces éléments, il y a ceux qui sont vraiment essentiels. La vitamine 9 ou acide folique, bon, on vous en a déjà beaucoup parlé, je ne vais pas trop y revenir, hein. Nous, ce qui nous intéresse pendant la grossesse, c'est s'assurer que la femme a été traitée en périconceptionnel pour diminuer le risque d'anomalie de fermeture du tube rénal, ce qui en France ne se fait pas encore très bien et qui nécessite une nette amélioration. Les acides gras oméga 3, ce sont des acides gras essentiels polyinsaturés à longue chaîne. Il y en a 3, il y a le PA, le DHA et l'ALA. C'est des constituants naturels dans les graisses végétales et animales et ils sont dits essentiels parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés par l'organisme, donc ils doivent forcément être apportés par l'alimentation. Donc on les trouve dans les huiles d'origine végétale, dans les poissons, surtout les poissons gras. Alors il faut faire attention avec les oméga 3 parce qu'ils sont très sensibles à l'oxydation, donc il faut les garder dans le noir et au froid. Sans ça, ils s'oxydent et donnent des peroxydes lipidiques qui sont des substances toxiques. Un petit focus plus particulièrement sur le DHA. Il est synthétisé donc à partir de l'acide alpha-linolénique. On l'appelle aussi l'acide cervonique parce qu'il est très présent dans le cerveau et la rétine. Il va donc jouer un rôle prépondérant dans le développement cérébral et de la vision chez le fœtus et chez l'enfant. Donc, on l'a vu, les sources, hein, c'est les chairs et graisses des poissons, surtout les poissons gras. Mais il faut là faire aussi attention à leur provenance et toujours faire un calcul bénéfice-risque parce que vous savez que ces poissons sont souvent aussi porteurs de métaux lourds et de choses comme ça. Les indispensables,
La vitamine D3, cholécalciférol, la vitamine anti-rachitisme. C'est une vitamine liposoluble qui permet l'absorption digestive du calcium et qui favorise sa fixation dans l'os. Alors, on la trouve un tout petit peu dans l'alimentation, mais l'alimentation est très pauvre. Elle est essentiellement synthétisée sous l'action des rayons du soleil, des rayons UV du soleil. Bien sûr, s'exposer au soleil, c'est bien, mais pas sans protection, il faut faire attention. Alors, par rapport à la vitamine D3, il faut tenir compte de plusieurs choses, du lieu de résidence, de la période de l'année, de l'ethnicité, entre autres. Et tous ces facteurs-là vont jouer un rôle sur sa production. Alors, ça peut être dosé, mais le dosage de la vitamine D3 n'est plus remboursé. Pendant la grossesse, c'est une vitamine très importante puisqu'elle participe à la constitution du squelette du bébé et puis elle évite la décalcification pour la maman. Quand il y a une carence en vitamine D3, on risque des hypocalcémies néonatales avec des crises de tétanie et dans les formes graves et heureusement rares, le rachitisme. Pour la maman, des décalcifications et puis des risques à long terme d'ostéoporose et de fracture. Alors, classiquement en France, on donne une ampoule de cholécalciférol 100 000 unités à 6 mois, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus et que tout le monde ne fait pas la même chose. L'iode, on vous a déjà parlé de son importance aussi. Bon, elle est nécessaire forcément à la biosynthèse des hormones thyroïdiennes T3, T4. Ça participe à beaucoup de fonctions vitales de l'organisme, croissance du cerveau chez le fœtus et le nouveau-né. Les besoins sont augmentés pendant la grossesse. Les carences, là aussi, sont plus fréquentes toujours sur les grossesses multiples, grossesses rapprochées, chez les végétariennes. Et puis, évidemment, s'il y a certaines pathologies thyroïdiennes. Les sources alimentaires de l'iode, c'est les produits de la mer, les laitages, les œufs. Mais c'est aussi et surtout le sel de table iodé qui est recommandé pendant la grossesse. Quand on a des carences, on a un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde et ça peut entraîner des dérèglements importants, on vous l'a dit. Chez l'enfant, ça donne des hypothyroïdies néonatales et des anomalies du développement psychomoteur et intellectuel. Alors, dans le temps, c'est ce qu'on appelait le crétinisme, très joli mot. Bon, évidemment, qui ne se voit plus en France, heureusement. Par contre, il faut faire aussi attention parce qu'il y a des risques de surdosage avec l'iode et qui donnent des troubles thyroïdiens chez le nouveau-né. Le fer, alors, ça contribue à la formation de l'hémoglobine et au transport de l'oxygène, tout ça, tout le monde le sait. La grossesse augmente beaucoup la consommation de fer, donc il faut faire une surveillance précoce dès le début de grossesse avec un hémogramme et une ferritine. La source essentielle de fer, c'est la viande rouge. Donc, il faut faire attention là aussi et bien interroger les femmes sur leur régime alimentaire parce qu'il y a beaucoup de femmes, d'abord on dit aux gens de manger moins de viande, ce qui est bien, mais il y a beaucoup de femmes qui en mangent peu, qui mangent essentiellement des viandes blanches et qui donc auront des apports pauvres en fer. Quand il y a une carence, c'est l'anémie, ça donne donc l'anémie gravidique pendant la grossesse si le taux est inférieur à 11 grammes par litre. Et là, on passe au traitement avec du fer et de l'acide folique et voir si l'anémie est importante par voie intraveineuse. Alors, les autres choses qui peuvent avoir de l'importance, c'est toutes les vitamines du groupe B. Alors, elles sont jusqu'à B12, mais il n'y en a pas 12. Et comme elles se potentialisent, et qu'elles sont impliquées dans de nombreux rôles, que je vous ai cité les principaux là, les muqueuses, le système immunitaire, etc. C'est important d'avoir des bons taux de vitamine B. Dans les oligo-éléments, important le zinc, surtout qui contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le magnésium pour la fatigue et la bonne fonction musculaire. Le cuivre, une fonction immunitaire. Et alors après les autres, manganèse, tout ça, sélénium, taurine, c'est pas des besoins très importants dans la grossesse et qui sont généralement à peu près couverts par l'alimentation normale. Conclusion, dans la pratique, ce qui va être important, c'est qu'il va être important de connaître la femme qui est en face de vous et que vous allez suivre pendant la grossesse. Il faut connaître ses antécédents. Les chirurgies bariatriques, je vous l'ai dit, on aura de plus en plus. C'est des femmes qui sont carencées. Les habitudes alimentaires,
si elle est végétarienne, si elle mange pas de ci, si elle mange pas de ça. On a quand même des habitudes alimentaires assez particulières par les temps qui courent. Il faut vraiment en tenir compte. Prendre en compte aussi les traitements en cours. Par exemple, celles qui prennent des pansements digestifs, eh ben, ça va gêner l'absorption. Les éventuelles pathologies liées à la grossesse, comme un diabète gestationnel. Et puis aussi, toujours penser à interroger bien les femmes sur ce qu'elles prennent, sur les conseils des copines, des amis, de la maman, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce que moi j'appelle de la supplémentation sauvage, c'est-à-dire qui, de leur propre chef ou sur des conseils divers et variés, prennent des compléments alimentaires qui ne sont pas forcément adaptés à la grossesse ou qui n'ont pas forcément lieu d'être. À partir du moment où vous décidez de supplémenter une femme enceinte, et vous l'avez compris, il y aura souvent besoin de les supplémenter, il faut faire attention à la formule que vous allez donner. Il faut que la vitamine B9 soit de préférence sous sa forme naturelle 5-MTHF. Il faut qu'il y ait des associations avec la vitamine B6, B12, puisque ça va potentialiser les actions. Une DHA stable protégée de l'oxydation. Des nutriments identifiés comme déficitaires chez les Françaises. La vitamine D, l'iode, le fer, la DHA et aussi les vitamines du groupe B, je l'ai déjà dit. Il faut que ce soit en plus sur une formule suffisamment universelle pour être prise facilement dès la période éventuellement de préconception, tout au long de la grossesse et aussi pendant l'allaitement, et qui doit être, comme souvent pour toute médication, facile à prescrire et à conseiller quand il s'agit de la supplémentation. Les spécialités disponibles en pharmacie, vous les avez là. Toutes celles que je vous ai mises sont compatibles avec la grossesse. Et donc, faire attention à la forme de la vitamine B9 et d'avoir une DHA stable. Alors, il y a un nouveau concept qui arrive en nutrition qui est ce qu'on appelle l'effet matrice. C'est dit comme ça, il est temps d'envisager la nutrition dans une nouvelle perspective holistique à l'interface de la science des aliments et de la nutrition humaine. En fait, ça veut dire que la matrice d'un aliment, ce n'est pas que la somme de ses nutriments, mais ça va être aussi toutes les interactions, tous les réseaux qui font se former et qui font que la biodisponibilité et le métabolisme des nutriments va varier. Ça participe du coup davantage à son action sur la santé que sa seule composition nutritionnelle. C'est une approche extrêmement intéressante, assez novatrice, qui, je pense, va se développer beaucoup. Alors, je vous ai mis un exemple très simple, c'est dans les produits laitiers. La biodisponibilité du calcium varie suivant le type de matrice. Dans le lait, dans le yaourt, dans le fromage, c'est pas la même chose. C'est liquide, c'est compact, c'est pas voilà. Il y a beaucoup de matières grasses associées, il y en a pas beaucoup, etc. Et tout ça va faire que la biodisponibilité du calcium va varier et qu'on est vraiment, c'est ça qu'on appelle l'effet matrice, c'est toutes ces interactions entre les différents composants. Et là s'ouvre une voie de recherche qui, je pense, va être très intéressante sur la supplémentation, qui va donc devoir sûrement être de plus en plus accompagnée de recommandations diététiques pour une meilleure biodisponibilité. Et donc un meilleur bénéfice pour la santé. Voilà, c'est une nouvelle approche de l'alimentation et des aliments, de la nutrition qui risque d'être sûrement très intéressante. Alors voilà la solution des questions, pardon. Les bonnes réponses sont en rouge. L'alimentation est riche en vitamine D3, non. Une carence en vitamine D3 peut donner des fractures à répétition, oui. La vitamine D3 permet le maintien du taux de phosphore circulant, oui. Il n'y a pas de risque de surdosage avec la vitamine D, non, puisque c'est une vitamine hydrosoluble. Une supplémentation en vitamine D3 est systématique en cas d'allaitement maternel, oui. Il est important de donner la forme active et directement assimilable de la vitamine D3, qui est la 5-MTHF, je n'y arriverai pas. C'était un clin d'œil, puisque ce n'est pas la vitamine D3, mais la vitamine B9, donc c'est non. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup de cette présentation très détaillée et vous avez vu que les réponses, vous avez bien suivi. Et juste pour une question pour Frédéric, après on va reprendre avec tous les intervenantes les différentes questions qu'on a reçues. Et merci à de nouveaux participants, puisqu'on a la Côte d'Ivoire qui nous a rejoints. Donc, ça rejoint un petit peu ta question, sur quoi je voulais insister. À savoir, on a posé une question qui était autour de
quelle alimentation pour les femmes? Et une deuxième question, c'est qu'est-ce que tu proposes, par exemple, pour lutter contre le risque de constipation et soutenir, par exemple, une proposition d'apport du fer qui n'aggrave pas la constipation? Est-ce qu'une prise, je te donne la question, c'était une prise un jour sur deux serait plus intéressante pour une meilleure absorption et moins aggraver la constipation liée au fer? Alors d'abord, la constipation, c'est une gêne qu'ont très souvent les femmes enceintes, en dehors déjà de la prise de fer. Donc la première chose qu'il faut leur dire, c'est de boire. Les femmes ne boivent pas assez, et surtout pendant la grossesse, et de manger des fibres. Après, le fer, c'est vrai que ça peut aggraver une constipation. Si la femme n'est pas très anémiée, ça peut être un jour sur deux. Après, il existe différentes formes aussi de fer. Il y en a qui sont mieux tolérées que d'autres, donc des fois, il faut changer, essayer et trouver celle qui va passer le mieux. Mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours très agréable pour les femmes et c'est indispensable, entre autres, pour la prévention de l'hémorragie de la délivrance, bien sûr. Autre question, et je remercie les équipes du Mali qui nous ont rejoints également, mais j'ai une autre question, c'est est-ce qu'on peut supplémenter une femme enceinte et qui aurait du mal à se nourrir avec des produits type Rénutril ou équivalent? Je sais pas, chacune peut donner son avis. Frédéric, Nathalie, Géraldine, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense qu'il faut déjà être bien dénutri pour passer à ça. Il n'y a rien de mieux quand même que de manger des aliments frais, cuisinés, pas transformés, et que c'est comme ça que la biodisponibilité est la meilleure. Alors, je vais reprendre un petit peu les questions pour nos trois intervenantes. Alors, sur la présentation de Nathalie Chabert-Buffet, j'ai retenu trois questions parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce que la metformine et le myo-inositol doit être donnée à la même dose pendant la grossesse qu'avant la grossesse? Alors, la metformine pendant la grossesse, on ne peut pas la continuer. Donc, voilà. Elle est donnée en préconceptionnel, mais c'est pas du tout, pour l'instant, en tout cas, validé. Il y a eu des études dans le diabète gestationnel qui ont montré qu'on réduisait de 50% la nécessité de mettre les femmes à l'insuline. Mais il reste quand même quelques interrogations sur une augmentation potentielle du risque de prééclampsie. C'est compliqué parce que comme c'est déjà des femmes à risque, c'est difficile d'analyser les résultats. Mais en tout cas, en tout état de cause, en France, pour l'instant, la metformine n'est pas autorisée pendant la grossesse. Donc voilà, et puis les doses n'ont rien à voir. Donc en préconceptionnel, en général, on donne 1500 mg de metformine, voire moins, c'est-à-dire 2 ou 3 comprimés à 500 mg, alors que le myo-inositol, c'est 4 grammes par jour dans toutes les études publiées, en gros. Et le myo-inositol, il est continué pendant la grossesse? Alors, le myo-inositol, par contre, oui, il y a des données pendant la grossesse. Je vous ai montré une revue de la littérature là-dessus. Donc, c'est que des études pendant lesquelles il était donné plus de 8 semaines pendant la grossesse, au-delà du premier trimestre, à différentes époques de la grossesse. Pardon. Je vais revenir sur une question de tout à l'heure, juste, je suis désolée, quelqu'un demandait si on pouvait faire un test OMA, et j'ai confondu en écoutant la question avec un clan euglycémique qui est effectivement un truc de recherche. Ah, ouais. Le OMA, c'est juste le rapport insuline sur glucose à jeun. Et donc, je vous ai montré que ce n'était pas suffisant pour discriminer les vraies insulino-résistances, enfin celles qui ne sont pas majeures, qu'on ne voit pas dès la prise de sang à jeun. Donc, si on veut vraiment la démasquer, il vaut mieux faire une AGPO. Alors, juste un petit mot, parce que tu as souligné quelque chose qui, à mon avis, a bousculé les mentalités, à savoir que sur quelqu'un qui a un syndrome des ovaires polykystiques, il n'est pas nécessaire de se battre de façon démesurée pour la faire perdre de poids. Mais en fait, moi, je suis endocrinologue de formation, et ce que j'observe, c'est Pardon, je ne l'ai pas dit. Non, mais c'est quand on fait perdre du poids aux gens, souvent, on a le système du yo-yo. Et donc là, avant une grossesse, on les passe à l'essoreuse. Elles sont hyper motivées, elles perdent 15 kilos, elles en reprennent 20 derrière. Bon. Donc ça, c'est un premier échec, c'est qu'au bout de 3 grossesses, elles ont pris au total 15 kilos de plus. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on leur fait perdre beaucoup de temps à leur demander de maigrir, d'être à l'équilibre, d'être ci, d'être ça. Et finalement, vous partez d'une femme de 33 ans qui
effectivement un surpoids, mais bon. Et à force de traîner, on se retrouve à 37 ans dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc, je trouve, en tout cas, si on veut, il faut mettre les gens sur le chemin, leur donner des conseils raisonnables pour leur faire perdre progressivement du poids. Ça va pas vite. Et donc, du coup, en général, une fois qu'elles sont sur les rails, qu'elles ont perdu un peu de poids, alors je parle pas des dames qui ont un IMC à 40, bien sûr, mais les femmes qui ont un surpoids, même au-delà de 30, une obésité, disons, modérée, nous, on les contraint pas à perdre beaucoup de poids, en fait. S'il n'y a pas de complications de l'obésité, etc., c'est pas raisonnable de faire ça. En plus, la recherche de la perte de poids peut être limitée autour de 5 kilos suffisamment. Bien sûr. Alors, j'ai une autre série de questions qui rentrent dans la pratique. Alors, vous pouvez toutes y répondre, mais ça, je pense que ça rejoignait la présentation de Géraldine Viau. À savoir, est-ce qu'on a un risque de surdosage en donnant du 5-MTHR? Est-ce qu'il y a une indication et quelle dose faut-il donner chez les enfants, puisque vous l'avez abordé? Je rajouterai une question parce que je l'ai senti derrière les autres questions que j'avais. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes aussi chez les femmes qui ont ces mutations d'avoir des non-métabolismes efficaces de l'acide folique et y a-t-il pas des risques à ce niveau-là? C'est un petit tir groupé et merci aux Canadiens qui viennent de se joindre à nous. C'est passionnant, on va faire quelque chose de planétaire. Alors, mesdames. En fait, c'est vrai que la B9, si vous en prenez alors que vous avez des mutations, ça finit par être toxique, ça s'accumule au niveau du foie et il peut y avoir une hépatotoxicité. Donc, oui, en effet, il ne faut plus prendre de vitamine B9 quand vous avez des mutations d'MTHFR. Par contre, il faut prendre de la 5-méthyle. C'est ça. Voilà. Et celui-là, il s'élimine. Enfin, tout ce dont vous ne vous servez pas est perdu dans les urines. Donc, il n'y a pas de surcharge. Donc, il n'y a pas de risque. Non. Et vous avez évoqué... Pardon. Non, je disais pour les enfants, le dosage dépend de... Là, il faut être bon en maths, il faut faire une règle de 3, en fait, par rapport... puisque en moyenne, c'est un comprimé, on donne du 400. Donc, on fait une règle de 3 en fonction du poids de l'enfant. Alors, aux États-Unis, ça existe sous forme de gouttes. Enfin, il y a des pays où on l'a en sirop, c'est plus facile. Nous, en France, on ne l'a pas. Donc, en fait, on prend la gélule, on peut l'ouvrir, on la dilue dans de l'eau et puis après, avec une seringue, on prend la quantité suffisante et on ne jette pas ce qu'on n'a pas donné. Ça se conserve au réfrigérateur 3-4 jours. Et donc, tous les jours, vous vous servez de ce qui vous reste dans la dilution. Donc, on est efficace et on fait des économies. En plus. Si j'ai bien compris. Ben voilà une bonne nouvelle. C'est la première de l'année, là. Bravo. Alors, j'ai une autre question, alors que vous pouvez tout y répondre. C'est chez des femmes qui ont ce type de mutation, faut-il faire une prévention systématique thromboembolique pendant la grossesse? Ouais. Pas facile. Non, pas facile. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de prévention systématique, mais je pense qu'une femme qui a un antécédent thromboembolique et qui a un déficit sur l'une ou l'autre des variants doit être supplémentée. Ou en tout cas, elle doit être protégée. Et de toute façon, ce n'est pas délétère pour la grossesse. Hein. Non, tout à fait. Non, c'est un avis d'expert, donc soumis à caution. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'études dessus. Non, à moins que vous en ayez une, mesdames. Non, mais comme on a beaucoup de patientes qui ont déjà fait des fausses couches, qui ont des petites perturbations du bilan, oui, elles ont souvent. Du coup, elles ont souvent et l'aspégique et oui, elles peuvent aussi avoir le Lovenox. Voilà, comme on pourrait conseiller. Vous voyez, les patients qui ont une homocystéine très élevée, on peut leur dire vous faites une injection d'anticoagulant avant de prendre l'avion parce que voilà, vous allez rester 10 heures assis. Et c'est un risque majeur de phlébite et d'embolie pulmonaire après, quoi. Donc mais en tout cas pas de façon systématique, non, ça c'est sûr. Et vous ouvrez une question complémentaire qui est celle chez les femmes qui ont une homocystéine élevée, qui ont été traitées pendant la grossesse. Est-ce que c'est un traitement qui doit être prolongé au-delà? Voilà. Ouais, c'est-à-dire que si l'homocystéine est à plus de 16. Les recommandations, c'est de continuer le traitement pour éviter justement les complications thromboemboliques, cancer, etc.
Si c'est entre 10 et 16, ce qu'on fait, c'est que tous les 12-18 mois, on dose la valeur de l'homocystéine. Et c'est un peu comme je dis toujours, une baignoire qui se remplit plus vite qu'elle ne se vide. Elle va finir par monter, votre homocystéine. Et donc, en fait, il faut la tester régulièrement. Et si un jour vous passez à plus de 16, vous vous traitez au long cours. Je pense que c'est une information importante parce que chez les femmes qui ont fait au moins 2 fausses couches, qui ne peuvent pas faire les dosages, ça vaut la peine de passer à un autre produit que l'acide folique de base. Et alors, je vous repose une question parce qu'elle est revenue plusieurs fois sous des formes diverses. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas utiliser l'homocystéine à 5 mg, d'autres qui disent qu'il faudrait supplémenter à 5 mg. Quelles sont les bonnes recommandations? Alors, j'ai mon petit avis, mais à vous. Pour l'acide folique, c'est ça, à 5 mg? Oui, pour l'acide folique. Je n'ai pas parlé du tétrahydrofolate. Non, mais en fait, mettre du 5 mg, de toute façon, si vous ne le dégradez pas, ça ne sert à rien d'en mettre 5 mg. Voilà. Vraiment. Et quand il y a des antécédents, il faut switcher et passer sur le 5-méthyl-THF. Enfin, c'est contre-productif de donner pour moi, de l'acide folique à 5 mg. Il me reste aussi quelques questions sur l'alimentation parce que, alors c'est pour vous trois, on nous a un peu posé la question du type d'alimentation pour les femmes en particulier. Est-ce qu'il faudrait parler de manger bio et une information sur les perturbateurs endocriniens? Est-ce que ça peut interférer sur ces pathologies que vous avez évoquées, autant les unes que les autres? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais répondre sur le manger bio. Manger bio, moi, je vous dirais bien sûr que plutôt oui. Après, c'est aussi une question de moyens. C'est une question d'éducation, c'est une question d'avoir accès à ces produits-là. Donc, ça n'a rien d'obligatoire. C'est une tendance actuelle. Il y a beaucoup de femmes qui posent cette question et qui sont dans cette recherche-là pendant la grossesse et pendant l'allaitement aussi, d'ailleurs. Concernant la supplémentation, il y a 2 questions. Est-ce que l'apport en vitamine D peut induire des risques de calcification placentaire? Ou est-ce que l'iode doit être donné dans les thyroïdites de Hashimoto? Danger de calcification placentaire et vitamine D, personnellement, enfin, je n'ai pas, allez-y, pardon. Pas à ma connaissance. J'y crois pas. En revanche, je me demande s'il n'y avait pas une petite coquille dans le QCM, là, parce que la vitamine D, il y a effectivement un risque de surdosage, et ça donne des hypercalcémies sévères. Donc, il y a peut-être une petite coquille dans le QCM, là. Oui. Donc, il faut faire attention. Par contre, j'en profite en tant que gynéco-obstétricien pour rappeler que bon nombre de femmes n'ont pas leur supplément, sont déjà en déficit de vitamine D avant la grossesse, et en particulier les femmes qui portent des vêtements couvrants, mais surtout, il faut savoir que nous, on a eu l'année dernière un déficit majeur à la naissance chez un enfant, chez une femme, alors qu'on habite dans le sud. Donc ça, c'est un sujet important à rappeler. La question de l'iode, je pense que Nathalie, qu'est-ce que tu en penses sur l'hypothyroïdie de Hashimoto? Et au passage, je remercie aussi les amis du Maroc qui se sont signalés. Alors, la maladie de Hashimoto, il faut surtout, quand on en est là, supplémenter par la L-thyroxine et maintenir la TSH dans les objectifs. Donc, quand c'est une maladie de Hashimoto objectivée, là, il n'y a pas de discussion. C'est un objectif inférieur à 2,5, c'est-à-dire il y a des anticorps, etc. Donc, et bien suivre mensuellement pour être sûr que ça suive pendant toute la grossesse et pas oublier de redescendre la dose au moment de la sortie de la maternité pour pas qu'elle soit en surdosage ensuite. Après, la supplémentation en iode dans une maladie de Hashimoto, ça ne pose pas vraiment de problème en principe. Ce qui inquiète toujours les endocrinologues, c'est pour ça qu'on a du mal à obtenir un consensus, c'est la femme avec un goître multinodulaire qui risque, en cas d'apport iodé important, d'activer un de ces nodules et de se mettre en hyperthyroïdie, ou la maladie de base d'eau infraclinique non dépistée jusque-là qui va se déclencher parce qu'on supplémente en iode de manière inadéquate. Donc, de toute façon, c'est une supplémentation modérée à 150 microgrammes maximum par jour.
mais qui est importante quand même parce que là aussi, on a démontré qu'il y a une carence. Nous, en France, on ne supplémente pas de façon industrielle le pain et l'eau, etc., comme ailleurs dans le monde. Donc, on est parmi les champions du monde de la carence iodée aussi. Alors, je pense que c'est un message important, ce serait de souligner la recherche de ces patientes qui peuvent être en déficit et le dosage de la TSH, parfois en début, comme celui de la ferritine d'ailleurs, en début de grossesse, alors que les recommandations le conseillent à 6 mois, ce qui est, à mon avis, largement inutile. Oui. Ou trop tard. Trop tard. Tout à fait. Alors, il y a eu un changement dans les recommandations pour dépister l'hypothyroïdie. Donc avant on disait on dose la TSH et c'est tout, et là la toute dernière reco c'est TSH T3 T4, et en fait dans les profils quelquefois quand il y a une carence iodée il y a une T4 plus basse que la T3 puisqu'il faut plus d'iode pour fabriquer de la T4, donc ça peut être une indication avant même que la TSH soit sortie des clous. Oui, merci de cette information importante sur le dosage T3 T4 et le déséquilibre T3 T4 qui était pas évident, c'était dit par des endocrinologues comme toi, mais ce n'était pas passé dans les recommandations. Alors, ce qui est passé dans les recos, c'est le dosage des hormones périphériques. Alors aussi pour dépister des déficits thyréotropes, mais qui sont beaucoup plus rares. Mais par contre, les recos ne parlent pas de ce déséquilibre entre la T3 et la T4. Alors, j'ai des messages, mais je voudrais rassurer tous ceux qui participent et qui ont l'amabilité de nous écouter. Les diaporamas seront accessibles. Vous pourrez avoir parce qu'on me demande un peu dans des tas de questions de rappeler les produits utilisés. Je pense que en accord avec les laboratoires Buzzer, vous aurez accès à ces présentations pendant le temps qui est nécessaire pour que vous puissiez enregistrer, noter tous les produits qui ont été présentés. Et je voudrais insister un petit peu sur un élément important aussi, c'est la nécessité de prendre en compte cette notion de supplémentation qui ne met pas en cause la qualité de la nutrition. Mais je peux vous dire que pour avoir participé à une enquête sur plus de 250 femmes en France, sur la nutrition postpartum, donc des femmes qui théoriquement avaient été informées pendant la grossesse, elles étaient toutes carencées et en qualité et en quantité, puisque les femmes voulaient toutes retrouver une taille, etc. Elles étaient à 1600 calories jour, alors qu'elles allaitaient. Donc, s'il y a un message important, oui à la nutrition, oui à l'accompagnement de la nutrition. C'est pas parce qu'on fait du sport tous les jours qu'il faut pas prendre une alimentation associée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si nos intervenants souhaitent dire un mot complémentaire, intervenir. Pierre, pour revenir à ce que tu disais, il y a quand même des injonctions sociales à l'heure actuelle qui pèsent sur les épaules des femmes qui sont très difficiles à contrecarrer. Et on a beau leur dire que non, il faut qu'elles fassent attention, qu'il faut qu'elles prennent leur temps, qu'on ne perd pas du poids comme ça, etc. Alors, tu prenais l'exemple du postpartum, c'est vraiment compliqué. Voilà, mais je suis bien d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je soulignais ceci, c'est-à-dire qu'il faut les inviter à manger ce qui est nécessaire et garder une activité physique. C'est la meilleure façon de retrouver un tour de taille adapté. Et je viens de recevoir un message me disant que vous aurez accès à toutes les diapositives et on vous enverra le site pour pouvoir vous connecter sans problème. Donc, j'en profite pour remercier surtout nos 3 intervenantes. Merci pour la qualité, la clarté de vos présentations et la richesse des informations. Je voudrais remercier aussi les laboratoires Bezin. Grâce à eux, on a pu faire cette réunion malgré les difficultés et les distanciations dites sociales, mais qui n'est pas une distanciation personnelle. Nous gardons toujours le souhait d'avoir des relations agréables, sympathiques. Et tous ceux qui nous ont rejoints, nous serions très heureux de pouvoir refaire ceci en présentiel dès que ce sera possible. Donc, merci à tous les intervenants. Merci à la technique aussi, ne pas les oublier. Et bravo à tous les intervenants et les participants. Et je vous souhaite une bonne soirée en fonction des horaires où nous nous trouvons, puisque nous sommes presque trans-océaniques et transméditerranéens. À très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.